toute carrière artistique de base n'est pas simple. Il y a aussi les parents, on va pas se mentir. Annoncer à mon père, bah écoute, je vais faire saltimbanque. Ça n'a pas... voilà, donc ils m'ont dit non, tu fais des études. J'ai pris la décision après le Covid, comme beaucoup de gens. J'ai dit non, mais c'est difficile Paris. Et je prends le pari, justement, de réussir dans quelque chose d'artistique, mais pas à Paris. Et on a choisi Aix-en-Provence parce qu'on adore cette ville. Et je suis allé à Aix-en-Provence, ne sachant pas, c'était un vrai pari. Est-ce que je vais réussir à vivre comme j'en vivais à Paris de mon activité? Et coup de bol, entre guillemets, quand je suis arrivé à Aix c'est pas loin de Marseille. Marseille, il y a eu un énorme boom du stand-up, les émissions de télé qui viennent filmer et tout. Et tout ça, c'est grâce à Internet. Parce que quand tu penses Airbnb, quand en amont, tu sais que tu vas faire du Airbnb, tu vas chercher un T2, un T3. Ouais, ou même un studio. Ou un studio. Et nous, on partait sur la coloc, donc on cherchait un T5. Mais comme on a changé de stratégie en cours, pour voir, on est parti sur un T5. Il y en a pas beaucoup. Boum. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode. Un épisode un peu particulier, à l'improviste. C'est ça? Oui. On l'appelait comme ça. Tout à fait. Avec quelqu'un qui maîtrise le sujet de l'improvisation en plus. Et que je découvre puisqu'on a échangé pour la première fois hier. Et là, on se rencontre maintenant, il y a deux minutes. Donc, bienvenue Michael. Merci Julien de me recevoir. Avec grand plaisir. On va parler, une fois n'est pas coutume, pas que d'IMO, mais aussi d'impro. Et puis tu vas nous parler un petit peu du côté artistique, de ton profil artistique, et on en viendra sur l'IMO aussi. Comment l'IMO aussi t'apporte, on va dire, tu nous le diras, soit une certaine sécurité, soit peut-être, en tout cas, te permet de réaliser tes objectifs sans pression. Tu le résumeras comme tu veux, toi, de ton côté, en tout cas. Je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Et ils sont nombreux parce que tu sais, on a beaucoup d'écoutes sur le podcast. Ouais. Ah ouais, ça va te faire décoller, ça. Ouais, c'est bon. Je vais faire des blagues, alors je commence par des blagues. Tu pourras nous faire une blague. Hein. Un extrait de mon L'avantage, c'est que là, t'es pas en direct. En plus, on pourra couper. Ah ouais, si c'est pas bon, t'as une deuxième chance. Ouais, mais comment on sait s'il rigole? Aïe. Si ça rigole pas dans la salle, déjà, vu tout le monde qu'il y a, je pense. Oui, que... c'est vrai. Ouais. Faites du bruit. Ouais. Je m'appelle Michael. Et donc, je suis stand-upper, humoriste. Donc, stand-upper, c'est le nouveau mot pour dire humoriste. C'est comme start-up et entreprise. Voilà. Donc, je suis stand-upper. Et j'ai d'autres casquettes. Je suis très curieux. J'aime faire plein de choses. J'aime entreprendre notamment. Donc, je suis aussi entrepreneur, investisseur et formateur. Voilà mes quatre grands... T'as quel âge? J'ai 36 ans. 36 ans. Ok. Et tu nous viens d'eux? d'Aix-en-Provence. Ça fait un peu école des fans, tu sais, tu nous viens... Ouais. Tu connais? Oui, je connais, j'ai vu mon âge. Ouais. Okay. Je suis venu avec ma maman qui est juste... Ok. Maman dans la salle. Elle fait coucou. C'est Ah non, c'est pas elle. Je savais pas. Autant la mère, souvent on est sûr quand même. Ouais. Mais... Je sais pas ce qui s'est passé. Ok, alors quel est ton... Comment t'en es venu à l'humour déjà, à être stand-upper? Je crois que j'ai toujours... Alors, c'est une histoire marrante. Je voyais Gad Elmaleh à la télé. Je pense que c'est lui qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais petit. Mais je pensais pas que c'était un vrai métier, qu'on pouvait gagner sa vie en faisant rire les gens. Pour moi, c'était pas possible. C'est gagnant-gagnant. C'est pas possible, quoi. Tu kiffes à faire ça et en plus on te paye. Enfin, non. Et j'étais attiré par la scène, mais je savais pas encore que c'était vraiment ça, le rire, qui m'attirait. Je voyais la scène, voilà. J'étais attiré par le théâtre. Donc j'ai demandé à mes parents, est-ce que je peux faire du théâtre? Ils m'ont dit, bah oui. Et donc ils m'ont inscrit à la MJC, donc parce que c'est un petit village. Et j'ai fait du théâtre à la MJC pensant que c'était ça que je voulais faire. Et en fait, je me suis retrouvé, comme c'est du théâtre classique, à faire Andromaque. En quoi? Andromaque. Andromaque? Qu'est-ce Ouais. que c'est Andromaque? C'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre? Ouais. Ok, je connais pas. Okay. C'est très classique. Ok. Donc pas du tout drôle. Désolé pour ma culture. Manque de grosses lacunes. Tu sais que j'ai fait du théâtre en plus. Ah oui? Ouais, mais pas des pièces. C'était un prof de théâtre qui avait ses propres pièces. Ah. Donc ça, c'est pas connu. Il voulait faire décoller ses pièces avec vous. Ouais, voilà. Okay. Voilà. Donc là, c'est très classique. Il n'y a vraiment rien de drôle. Et je me retrouve à faire ça. Et à la fin de l'année, on joue la pièce sur 2 soirs. Et le premier soir, je balance mes répliques comme ça, comme je peux. Hein. Quel âge j'avais? 15 ans. Je balance mes répliques, et c'est cool, mais voilà, je balance. Et à un moment donné, je dis une réplique, et là, rire dans la salle. Parce que la réplique était drôle, je le savais pas, mais rire. Et là, tout de suite, j'ai dit, mais c'est ça que je veux en fait. Je veux faire que ça. Et le lendemain matin, enfin le lendemain soir, pour jouer, je n'attendais qu'une chose pour la deuxième, c'était cette réplique. Et j'étais prêt, je l'ai bien dit, tout ça. Tu voulais revalider aussi. Je voulais revalider, je voulais revivre ça.
je voulais, en fait, et là j'ai compris, après j'ai fait le lien avec, bah oui, en fait, j'adore regarder les humoristes sur Internet, sur la télé. Et en fait, donc c'est ça que je vais faire. Donc c'est là que ça m'a mis l'idée de, bah, je vais faire stand-upper. Voilà. Et le parcours après? Et le parcours, et bah, Il a pas l'air simple quand même, vu de l'extérieur. Il y a beaucoup de monde, peu de place. Ouais. Bah, toute carrière artistique de base n'est pas simple. Il y a aussi les parents, on va pas se mentir. Annoncer à mon père, bah écoute, je vais faire saltimbanque. Ça n'a pas. Voilà. Donc ils m'ont dit non, tu fais des études. Tu fais d'abord des études. Donc j'ai fait des études. Voilà, j'ai fait des études et en fait, bah, après l'histoire version longue, il y avait un stage à la fin des études à faire obligatoirement à l'étranger. Et je me suis dit, eh ben, c'est l'occasion de réaliser un autre rêve que j'avais, d'aller à New York. Donc j'ai fait ce stage à New York, j'ai trouvé, c'était un stage de 6 mois. Et en fait, c'est là-bas que je me suis dit, eh ben, c'est le moment, parce que donc, New York, pour la petite histoire, c'est la Mecque du stand-up. C'est là-bas que ça a été inventé dans les années 70-80. Ok, ah ouais. Voilà. Le stand-up, c'est quoi? C'est vraiment un homme, enfin un humain, homme ou femme, avec un micro qui dit des blagues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de costume, il n'y a pas de décor, il n'y a pas c'est vraiment, il n'y a pas de personnage non plus, j'incarne pas un personnage, je parle à la première personne. C'est le stand-up pur et dur. Okay. Et ça a été inventé là-bas. Donc j'étais au parfait endroit pour apprendre. Donc j'ai commencé là-bas à jouer en anglais. Et j'ai adoré, bien sûr. L'anglais, ça doit pas être évident quand même. Non, je me suis mis un deuxième challenge. Ah ouais, de manier l'humour, essayer de faire rire les gens en anglais, ouais. sans être ta langue natale, du coup, c'est compliqué. Alors, oui et non. Oui, parce qu'il y a la barrière de la langue, on est d'accord. Mais non, parce que du coup ma carte, on va dire facile, je joue le Frenchie. Eh oui. Je joue le petit Frenchie. Alors, à l'époque, c'était en 2015, 14. Donc, par exemple, Gad Elmaleh n'était pas encore là-bas, n'avait pas encore fait le Frenchie qui joue là-bas. Donc, il avait quand même déjà explosé, même quand même quasiment 10 ans avant, avec ses sketchs. Parce que moi, j'habitais à Montréal à l'époque, d'où lui venait, avant de faire ses sketchs sur le Québec, etc. Ouais. Et c'était plutôt, je pense, 2006, 2007, un truc comme ça. Ça faisait là-bas qu'il a explosé là-bas en tout cas, au Québec. Au Après, Québec, ouais. Québec, New York, c'est pas très loin, mais. Ouais, mais il avait pas encore joué en anglais. D'accord. Ah oui, parce qu'après il a fait des. Oui, voilà, c'est ça. Après, il a eu. Je croyais qu'il faisait des tournées à New York. Ouais. Okay. Ah ouais. Pendant 2-3 ans, il est allé là-bas pour jouer en anglais. Ouais. Et comment il faisait I'm a Moroccan. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Ok, il faisait ça aux Américains. I'm a Moroccan. Et là, la police, la sécurité nationale. Non, il joue sur le jeu de mots en fait. I'm American et I'm a Moroccan. Ouais, mais les Marocains, à cette époque-là, avec les attentats et tout, c'était pas. Ouais. Tu vois. Ouais, mais ça devait être touchy quand même. C'était drôle ce qu'il faisait. Et donc voilà, donc je fais du stand-up là-bas. Je découvre notamment aussi l'improvisation, le théâtre d'improvisation. Ça a changé ma vie, ça. Et puis ces 6 mois sont transformés en 7 ans. Je suis resté 7 ans finalement à New York. Donc mon stage, à la fin, il m'a embauché. Je suis resté. J'ai eu la chance d'avoir la green card, d'obtenir la green card. Du coup, qui dit green card, j'ai les mêmes droits et devoirs qu'un Américain, donc je peux créer une société. J'ai créé ma société de production. Comme je t'ai dit, j'aime bien entreprendre. Donc je me suis dit, je vais allier mes 2 passions, qui sont l'entrepreneuriat et le stand-up. Et en fait, je me suis dit, donc je joue en anglais. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu, pas marre, mais l'humour, il y a quelque chose de très culturel. Et j'avais besoin de jouer en français pour voir, et devant des Français. Et ça faisait déjà 4 ans que j'étais là-bas. J'avais un petit réseau de Français. Je voyais qu'il y avait un marché francophone. Donc j'ai eu l'idée, je me suis dit, je vais louer une salle. J'ai loué une salle de 40 places, une petite salle. Et je vais jouer mes sketchs. Et on va voir. J'ai loué la salle un soir, elle a été remplie. J'ai dit, vas-y, 2e soir, elle a été remplie. 3e soir, elle a été remplie. Je me dis, il y a quelque chose. Il y a un marché, tu vois. On va passer la vitesse supérieure. Et donc je contacte Naïm, je ne sais pas si tu vois qui c'est, un humoriste français qui a une meilleure notoriété, parce qu'à ce moment-là, moi, je suis personne. Pas que je sois quelqu'un aujourd'hui, mais Naïm, qui a une notoriété quand même en France, qui est un ami. Et je lui dis, écoute, je suis à New York, est-ce que ça te dit de venir jouer ? Et il me dit, ouais, super, donc je loue une plus grande salle. Il vient jouer sur 3 soirs. Pareil, boum, ça remplit. En fait, il y a une communauté plus que français, c'est francophone, t'as les Québécois, les Suisses, tous les expats qui sont là-bas, qui sont en demande de ça. Ça marche. Et j'ai dit, bon, on va passer à la vitesse supérieure, encore une fois, et j'ai l'idée de faire un festival. Donc, type Marrakech du Rire, tu vois, Montreux, comédie. La même chose, mais à New York. 4 jours, ils viennent, des artistes, des humoristes que je fais venir et qui jouent en français devant un public francophone. Trop cool. Ah ouais. Voilà.
Et donc je fais ça. À ce moment-là, tu les trouves comment et tu arrives surtout à les convaincre comment pour ceux qui ont le plus de notoriété à l'époque? L'audace. L'audace, ok. L'audace, je suis personne, je contacte, je joue sur deux points de contact, les productions, leurs producteurs directement, et eux-mêmes. Ok. En mode sur Insta et tout. Ouais. Et en C'était fait, quelle année ça? 2015. Ok. Fin 2014-2015. Et en fait, je capitalise sur New York. Parce que moi, je suis personne. Donc, ce qui peut les attirer, c'est New York. Tu vois, c'est comme tu fais un festival demain à Saint-Brieuc. C'est plus difficile de dire salut, ta célébrité, je suis à Saint-Brieuc. Tu dis, je suis à New York. Ah ouais. Parce qu'ils ont envie de faire ça. Ça donne du crédit. Ça donne, voilà. Bon, on n'a jamais fait ça, on a envie d'aller jouer à New York. Donc, je capitalise là-dessus. Et après, de fil en aiguille, j'arrive à en avoir 1, 2, 3. Et ça se fait petit à petit. Moi, de mon côté, donc, je vais voir des sponsors pour financer tout ça, parce que j'ai pas d'argent. Je vais voir des sponsors et je leur dis, voilà, j'ai un tel, ok. Paf, paf. Je monte mon petit truc comme ça. Et je fais 2 éditions, 2016 et 2017. Donc 2 éditions de 4 jours à chaque fois. Donc le principe, vraiment, ils jouent leur spectacle en entier en français un soir. Et le dernier soir, j'ai l'idée de faire une soirée gala. Et en fait, l'idée, c'est que je les mélange avec des stand-uppers américains. Et le challenge, c'est que tout le monde joue en anglais. Ok. Donc chacun fait 10 minutes et les Français qui viennent jouer, ils doivent faire 10 minutes en anglais devant un public du coup francophone et anglais. Voilà. Ok. So what après? Tu veux la suite? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc je fais 2 éditions. Pourquoi pas une troisième? Ouais. Alors je fais 2 éditions et en fait, donc faut savoir que le business model d'un festival, ce n'est pas la billetterie qui te rembourse le festival. Les coûts sont énormes, surtout à New York. Tu prends avion, hôtel, machin, voilà. Ouais. Les coûts Parce sont que là, énormes. tu défrais tout le monde à ce moment-là? Ah oui. Tu défrais tout le monde? Tout. C'est pas comme ici, quoi, où on vient gratos. Ouais. Tu défrais tout le monde, donc ça veut dire que tu leur c'était payes moi, je vais venir en VIP. billets d'avion, Ouais. hôtel, frais sur place, repas. Okay. Tout est pris en charge. Un cachet en plus? Et cachet. Ouais. Et comme je veux bien faire les choses et que je suis ambitieux et que je veux vraiment les faire kiffer, je leur fais faire des activités. Ok. Tu leur fais kiffer la je vie. veux les faire kiffer. Je veux pas qu'ils viennent juste, ils jouent. C'est-à-dire que tu viens, tu joues ce soir, mais cet après-midi, il y a le tour d'hélicoptère au-dessus de Manhattan pour toi. Ok. On part en bateau, faire le tour de l'océan. Je veux les faire kiffer, donc j'essaye de mettre les moyens. Donc effectivement, il y a un gros budget. Donc il y a un gros budget. Et c'est quoi le prix des places à ce moment-là à peu près? Pour les spectateurs? Ouais. $50. $50 et t'as combien de personnes? La première année, 3500. Ok. Ouais. Et la deuxième, pratiquement 6000. 6000, ok. Donc ça fait quoi, $30 000 de recettes? Ouais. Ça fait... Et t'as combien de personnes à faire venir? D'artistes? Ouais. 6. Entre 5 et 6. Ok. Ouais, ça va, je pensais un peu plus. Ok. Ouais. Mais le budget, tu fais. Oui, non, mais c'est sûr. Faut dire la location de la salle, tout ça. Ah oui. Ouais. Parce que je l'ai fait jouer à Broadway. Ouais. Loue une salle à Broadway. Ah ouais. Non, je veux pas. C'est les prix parisiens à côté, c'est ouais. tout est démesuré, donc comment voilà. alors tu gagnes de l'argent? Alors voilà, ouais, c'est ce que je disais. Donc c'est pas sur la billetterie, ça représente à peu près même pas 30%. Donc c'est moi je fais avec du sponsoring pour combler les 70%, pour que j'arrive à l'équilibre, voilà. Et en fait, comment tu fais ton argent? C'est la captation vidéo. C'est pour ça que tous les festivals, tu vois, le Marrakech du Rire, ça passe à M6, etc. C'est quand tu vends la captation vidéo de ton gala que tu touches un gros cachet. Voilà, c'est plus les pubs qui vont avec, etc. Mais c'est là-dessus que tu fais. Donc moi, mon objectif depuis le début, c'est ça. Tu peux pas vendre la première année parce que t'es pas connu. Il faut que le festival ait plusieurs éditions, qu'on commence à s'intéresser à ça. Mais j'ai déjà cette vision long terme. Je veux la captation vidéo et je sais que je vais déjà vendre le festival. Du moins de départ. Je veux rester dedans, mais je veux vendre. Ouais. Parce que vendre le concept. Ouais. Ouais, ok. Et puis mon idée, c'était de rester directeur artistique. Toi, je veux un départ, mais je reste dans le contrat de directeur artistique pendant 5 ans pour que je quand même choisisse les artistes et chapeaute et que ça reste mon bébé, que ça reste mon empreinte. Mais voilà, donc j'ai 2 objectifs, captation vidéo et vente départ pour en fait me sortir aussi de là parce que ça demande énormément de travail. À cette époque, je me lève, je travaille de 9h à 15h sur le festival, toute l'année, hein, c'est 4 jours, mais tu travailles toute l'année dessus parce que je suis tout seul. De 9h à 15h, et après, pour payer mon loyer et tout, je me paye pas avec le festival, je vais bosser en restauration de 16h à 2h du mat.
Donc c'est beaucoup de travail. Donc je veux vendre et me libérer du temps pour en fait revenir à ma passion qui est quand même de faire des blagues sur scène. Ouais. Et là, j'ai la casquette de producteur. Mhm. Je suis plus du tout humoriste. Donc je veux me libérer du temps. On en reviendra sûrement à ce fameux temps égale argent. Donc voilà, j'ai cette vision-là. Donc c'est mon objectif. Et effectivement, ça arrive un jour, après la 2e édition, je reçois un mail d'un grand producteur très connu dans le milieu et qui me dit, je vois que vous faites un festival à New York, est-ce qu'on peut discuter? Et du coup, on entame des négociations. Ça se passe très bien, rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. On arrive sur la fin. Et en fait, un jour, une amie me dit, tu devrais regarder l'actualité. Je me lève comme ça, tu devrais regarder l'actualité. Je regarde l'actualité. Et c'était donc 2017. Et c'était pile pendant le hashtag MeToo. Et ce producteur était dans un hashtag MeToo. Donc, il s'est fait, cancel. Et donc, la boîte, ils ont perdu plein de contrats, donc moins de rentrée d'argent. Donc, j'étais plus du tout leur priorité, si tu veux, pour le rachat. Donc, c'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau. Ok. Voilà. Donc là, t'as arrêté. Et là, j'ai arrêté. J'avais déjà pris la décision un peu avant, sans savoir que ça allait capoter. Enfin, pour moi, je vendais et je rentrais en France. J'avais déjà pris la décision de rentrer en France et d'arrêter ça parce que c'était trop pour moi. Du coup, t'as pas pu prendre la citoyenneté américaine. T'es pas resté assez longtemps. Non. J'aurais pu, ouais, mais non, j'ai fait ce choix. Okay. Voilà. Donc j'aurais pu, l'objectif, prendre un bon pactole à 25 ans et être... Ok. Voilà quoi. Donc là, tu rentres en France et qu'est-ce que tu fais? Tu renoues avec la scène. Voilà, parce que vraiment la scène, on va dire le devant quoi de la scène. Voilà, parce que je me rends compte que en fait, je travaillais dans la restauration et j'étais producteur et j'étais complètement éloigné avec ce que j'aime faire. Donc je me recentre sur ce que j'aime faire. Qui était de rire les gens, mais que ça parte de toi quoi. Voilà. Donc je rentre à Paris parce que c'est là que ça se passe. Okay. Je rentre à Paris et avec l'objectif de devenir humoriste. Ok. C'est intéressant ce que tu dis à Paris parce que c'est là que ça se passe. Ouais. C'est quelque chose que je reproche souvent à notre pays, c'est que tout se passe à Paris pour franchement quasiment tous les sujets, malheureusement. Et du coup, toi qui es d'Aix-en-Provence, tu le vis comment ça justement de devoir aller à Paris, que tout passe là-bas et qu'en fait tu te dis si je veux réussir, je suis obligé d'être là-bas. En fait. Ouais. Alors à la base, je suis lyonnais. Okay. Mais en fait, je suis rentré de New York à Paris pour ces raisons, exactement comme tu dis. Et comme toi, ça me faisait un peu de la peine de penser ça, que je suis obligé. Pour un métier, tu es obligé d'être à un endroit. Est-ce que tu as envie d'être à cet endroit ? Si oui, tant mieux pour toi. Sinon, c'est un peu délicat. Ouais. Donc oui, c'est un peu, j'y vais comme ça. Et la bonne nouvelle, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est à l'époque. Donc on est en 2017. Il n'y a pas très longtemps, mais depuis... grâce à Internet notamment et tout, ça s'est vachement décentralisé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis à Aix-en-Provence. Okay. J'ai pris la décision, après le Covid, comme beaucoup de gens, le Covid, j'ai dit non, mais c'est difficile Paris. Et je prends le pari, justement, de réussir dans quelque chose d'artistique, mais pas à Paris. Et on a choisi Aix-en-Provence parce qu'on adore cette ville. Et je suis allé à Aix-en-Provence, ne sachant pas, c'était un vrai pari. Est-ce que je vais réussir à vivre comme j'en vivais à Paris de mon activité ? Je le tente. Et coup de bol, entre guillemets, quand je suis arrivé à Aix, c'est pas loin de Marseille, il y a eu un énorme boom du stand-up là depuis 3 ans. Ah ouais. Il y a un boom. Maintenant, il y a les émissions de télé qui viennent filmer et tout. À Marseille, il y a des stand-uppers qui commencent à émerger, tout ça. Donc, et tout ça, c'est grâce à Internet. Il y a 3 comedy clubs qui ont ouvert en 1 an et demi à Marseille. Enfin, ça fait un gros boom. Donc, je suis arrivé pile au bon moment, sur la bonne vague. C'était un pari. Et je suis content de l'avoir fait. C'était ma question, justement, tu as répondu un peu, mais est-ce que les réseaux sociaux ont aidé à délocaliser un petit peu, justement ? Est-ce que ça sort de Paris, ça sort des salles, ça sort du physique, finalement ? Oui, complètement. Aujourd'hui, tu peux avoir accès à l'humour de quelqu'un, mais c'est aussi le travers, sans payer un billet, quoi. Ouais. C'est un peu le travers du... Oui, après, c'est une vitrine. C'est une vitrine en général. Oui, tu payes pas le billet, mais si vraiment t'aimes cet artiste, après, t'as envie d'aller le voir, tu vois. Et après, en général, entre artistes, on a toute une stratégie, forcément. Une stratégie, ça paraît évident, mais tu mets pas des sketchs que tu fais à ton spectacle. Parce que sinon, ils payent et ils vont voir le même sketch. Donc, tu mets que de l'exclusivité, de l'improvisation, des nouvelles blagues. Et quand ils viennent voir le spectacle, ils ont quelque chose de nouveau. Okay. Donc, ça... Mais oui, Internet a complètement changé la donne. Il n'y a qu'à voir Inès Reg. Tu vois, elle avait fait une blague, les paillettes, boum. Paul Mirabel, une vidéo, boum. Et du coup, la vidéo, oui, t'as plus besoin d'être à Paris. T'as pas besoin d'être à Paris. Okay. Donc, il y a ça. Il y a une deuxième chose aussi qui s'est passée. C'est que avant, fallait avoir un producteur. Et il y a 4-5 producteurs en France, gros producteurs, tu vois.
Et c'était le producteur, c'est lui qui faisait un pari sur toi et c'est lui qui va mettre 50 000 euros pour t'afficher dans le métro. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'être dans le métro grâce à Internet. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui se mettent en autoproduction. Ouais, comme les auteurs sur les livres. Exactement. Donc ça bypass les producteurs. Et avant, les producteurs étaient à Paris. Maintenant, tu es en autoproduction, tu n'as pas besoin d'être à Paris. Donc il y a tout ça qui se met ensemble en fait, et qui font que aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Après, la seule chose qui reste, c'est le réseau. Effectivement. Là, il y a toujours quelque chose qui est physique. Le réseau à Paris, il est important. Si tu es sur place, c'est sûr que tu auras un peu plus de réseau, etc. Mais bon. C'est quoi la vie, le quotidien d'un stand-upper ? Le quotidien d'un stand-upper, c'est beaucoup d'écriture. C'est la face cachée de l'iceberg. Le public voit le produit fini, le spectacle. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour 1 minute de spectacle, c'est, je sais pas, 90 pages d'écrit, 30 de testés. Sur les 30 de testés... Tu les testes comment ? Comment tu testes ? Ouais, ça m'intéresse. Comment tu testes ? Sur qui ? Sur quel public ? En comedy club. Ah, au Comedy Club, c'est comme ça. C'est fait pour ça, le Comedy Club. C'est fait pour ça. En fait, le Comedy Club, c'est la salle de musculation d'un athlète. C'est là. Vas-y, je regardais si tout allait bien. C'est notre salle de musculation, c'est notre entraînement. Les gens ne le savent pas forcément. Après, on sait faire, on fait du bon travail, on fait pas que du. On n'arrive pas en disant tout est nouveau, je sais pas si vous allez rigoler, désolé, vous avez payé. Non, on fait les choses bien, mais c'est comme ça qu'on teste. Et on teste, tu peux tester 10 minutes, et à la fin, dans ton spectacle, tu garderas 30 secondes de ces 10 minutes. Ouais. Et tu recommences. Le lendemain, tu fais 10 minutes, tu remets 30 secondes, donc du coup, tu as 1 minute, et c'est très très long. C'est un spectacle d'humour, c'est 60 minutes, à peu près 1 heure. Donc c'est minute par minute, comme ça. C'est dur, ça, non, de se confronter comme ça, c'est une perpétuelle remise en question, j'imagine. Ouais, tout le temps. Mais on est des frappadingues. Ouais. On va chercher la douleur, on se remet tout le temps en cause, on se remet tout le temps sur la sellette. C'est un peu ça fait, quand tu dis tu vas chercher la douleur, ça fait mal, quoi. Ça fait mal de parler 9 minutes et que les gens rigolent 15 secondes. Enfin, ça doit arriver des fois, j'imagine. Ouais, après, au début. Ouais. Après, tu as une expérience qui fait que tu sais comment cadrer ça, tu vois. Dès que ça redescend, tu pars sur quelque chose d'autre que tu sais qui marche. Ok, là, ça marche, je les ai. Hop, tu commences à tester. Après, il y a l'expérience qui parle. Donc, oui, au début, tu prends beaucoup de bides, mais ça forge. Et en fait, pourquoi on fait ça ? Parce que je pense que c'est le challenge. Ouais. C'est le challenge. Si tu sais je vais sur scène, ça va marcher. C'est le fait de... Oui, ça a marché hier, ce que j'ai fait. Mais c'est pas pour ça que ça a marché ce soir. Pourtant, c'est la même chose. Mais la condition est différente. On reste des humains. Peut-être qu'ils ont passé une mauvaise journée ce soir. Peut-être que moi, j'ai passé une mauvaise journée. Peut-être qu'il y a plein de conditions qui font que tu sais pas. Et c'est ça qui est un peu... Je pense qui fait l'adrénaline, en fait. Est-ce que, comme dans l'IMO ou l'entrepreneuriat, tu évites de tester ça dans ton entourage ou ta famille ou... Ah, c'est une bonne question, ça. Une excellente question. On me l'a jamais posée. Mais oui. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un lien qui est pas... C'est quoi le risque ? C'est que les gens te disent oui pour te faire plaisir ou soit pas vraiment la même cible que quelqu'un qui paye pour venir te voir ? Oui, il y a ça. Et puis, ils te connaissent, donc c'est pas... Je sais pas comment dire. Ouais. C'est une bonne question. Hein. Bon, vaut mieux éviter, quoi. Ouais, moi, c'est pas très... Pas. Puis après, il y a des conditions aussi, tu sais. Ouais. Il faut être dans une certaine condition. C'est comme... on le fait souvent. T'es humoriste, fais-moi une blague. Ouais, mais là... c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. L'humour aussi, c'est de faire surprendre. Ouais. L'humour, c'est... faut qu'il y ait des conditions. C'est contextuel. Voilà. Donc, c'est très difficile d'être comme ça sur commande et d'autant plus à des proches. Bon, merci en tout cas pour ce récap déjà sur la partie stand-up, qui est un milieu que je connaissais pas du tout. Il y a une bonne école quand même, je crois, au Québec, non, du rire et tout ça. Ça a été pas mal aussi mis en avant. Ouais. Le festival Juste pour rire, tout ça. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton autre facette, qui est déjà comment tu capitalises sur cette expertise que tu as de l'improvisation, l'écriture, ce côté artistique que tu as en toi. Et après, comment aussi tu voulais, tu me disais avant qu'on appuie sur enregistrer, te libérer un petit peu justement de ce temps obligatoire pour gagner de l'argent. Donc il y a deux choses, il y a
comment tu arrives à capitaliser et comment tu as démarré et comment tu estimes pouvoir continuer de ne plus vendre ton temps. Capitaliser, en fait, tout vient de l'improvisation. Quand j'ai découvert l'improvisation, ça a été une vraie révélation pour moi. Ce qui à la base peut être un loisir, en fait, j'ai découvert que c'était bien plus que ça. Et que c'était en fait un vrai outil de développement personnel. À titre perso, quand je l'ai découvert, j'ai tous les bénéfices que ça apporte en fait, ne serait-ce que même que le théâtre classique, mais encore, ça va un peu plus loin l'improvisation, mais voilà, prise de parole en public, des choses qu'on n'apprend pas à l'école, que personne t'apprend. Prise de parole en public, éloquence, charisme, prise de risque, écoute, il y a tellement de bénéfices personnels que c'est, waouh, ça peut transformer des gens. Je le pense sincèrement que ça peut transformer des gens. Et donc j'en ai fait beaucoup, et donc après j'ai commencé à l'enseigner ça. Et ça m'a confirmé. C'est-à-dire que la transformation un peu que j'ai vécue, je l'ai vue chez des gens. Des personnes qui arrivaient avec leurs problématiques. Moi, je suis timide. Moi, je manque d'écoute. Moi, dans le business, je ne comprends pas. Dans mes relations interpersonnelles, je n'arrive pas à conclure un contrat. Ils sont venus avec leurs problématiques. Ils ont fait de l'improvisation. Et boum, j'ai vu des gens, mais même en entreprise. Le matin, la collègue que tout le monde connaît qui rase un peu les murs, après une journée d'impro, elle est là en scène, et les collègues ils regardent, mais c'est toi Martine, on ne te reconnaît pas, tu vois. Voilà. Donc, et en plus, ça s'appelait vraiment Martine ou... Non, pour faire le cliché caméra café. Et en plus, ça t'apporte tout ça, et en plus tu t'amuses. Et moi je suis un grand enfant, je veux m'amuser moi dans la vie, tu vois. Je pense qu'on peut faire du business en s'amusant, on peut. Donc en plus tu t'amuses, et ça t'apporte tout ça comme bénéfice. Je dis, wow, c'est incroyable. Donc c'est là-dessus, si c'était ça ta question, que je capitalise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je propose des formations avec cet outil-là, que ce soit pour les particuliers ou pour les pros. Je veux utiliser cet outil pour vous amener là où... en fait, le titre de ma conférence, de ce que je fais, de ça, c'est libérer votre potentiel, quoi. Et là, tu le fais en one-to-one où il y a quand même un support théorique et pratique qui est commun. Et après, tu fais des entretiens one-to-one pour vraiment guider la personne. Alors, l'improvisation, c'est plus en groupe. Okay. Parce qu'il y a quelque chose, il y a le jeu qui vient, voilà. Tu as besoin d'un collègue. Après, en one-to-one, on peut aller plus loin, c'est du coaching un peu plus personnalisé. Après, je peux aller sur de la prise de parole aussi. Okay. Mais quand tu fais des formations, du coup, c'est avec des groupes de personnes ? Oui. C'est ça ? Donc, c'est pas de la formation théorique où tu vas envoyer un PowerPoint, quoi. Ouais, j'ai deux formats. J'ai le format conférence, qui est un peu un hybride, c'est-à-dire que j'ai une partie théorique. Parce que l'improvisation, on croit que on improvise, il n'y a pas de règles. En fait, il y a des règles. Et il y a des techniques, il y a ce que j'appelle des piliers. Donc j'ai une version théorique où je vais expliquer les piliers. Et tout de suite après, on fait l'exercice pour vous compreniez ce pilier. Vraiment de la donc pratique. C'est hybride, voilà. Et après, j'ai la deuxième version qui est 100% exercice. Ok. Là, on fait, ça, tu peux le faire à distance, comme en présentiel ? Présentiel systématiquement ? Ouais. Ok. Là, c'est du théâtre, il faut que ça se vive. C'est ce qu'on appelle le théâtre vivant. Ouais. Faut qu'il y ait du vivant. Sinon, s'il y a un écran, c'est du Netflix. Il n'y a plus de... Ouais. Tu vois ? Ok. Voilà. Et ta deuxième question, c'était... Ma deuxième question, c'était... donc ça, là, tu vends aussi une partie de ton temps, finalement, même si... Oui. Ok, une fois que tu as fait ton socle et tout ça, tu déroules comme un prof, finalement. Ouais. Mais malgré tout, il y a quand même de l'accompagnement, c'est de l'humain, comme tu le dis. En plus, il y a du présentiel et tout ça. Donc, c'est ton temps. Et tu me disais que, justement, tu cherchais aussi quand même, petit à petit, à ne pas vendre ton temps toute ta vie et puis à essayer d'avoir des revenus plus... passif au sens temps en tout cas passé, quoi. Oui, alors là-dessus c'est que j'ai une vision je pense qui sort un peu de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on entend souvent fais de ta passion ton métier et tu ne travailleras jamais tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour. Voilà, on dit ça. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que je pense que si tu fais de ta passion un métier, ça peut déjà devenir un fardeau, c'est plus une passion, et de deux, tu feras plus vraiment ton métier. Je te donne un exemple, tu es passionné de poterie, tu vas faire ton métier. Ok, sur ça, tu vas passer combien de temps à faire de la poterie ? Le reste du temps, ça va être de la communication, chercher des clients, et tu fais plus ta passion. Ah, c'est évident, ouais. Tu vois ? Donc moi, j'ai j'ai très vite compris que je dis, ok, comment je peux sortir de ça ? Et je me suis dit, il faut des revenus passifs. Ma vision, c'est avoir des revenus passifs, même si on sait, attention que c'est pas 100% passif, mais c'est en extraire le plus possible de ce fameux j'échange mon temps contre de l'argent. Avoir des revenus passifs je sais que ça tombe, j'ai une certaine sécurité, donc je peux faire ma passion. Sans la pression. Et là, je fais vraiment de la poterie. Et quitte après, à ce moment-là,
bah, si je veux vraiment, je peux vendre ma poterie. Mais si j'en vends T'en as pas besoin. j'ai pas besoin. Mm. Et t'abordes, du coup, ça complètement différemment. T'as pas de pression et tu fais. Après, le lien, c'est l'argent. Le lien, c'est l'argent. Parce qu'on est dans une société où le temps égale argent. Donc voilà. Et surtout, encore plus, j'ai eu cette vision parce que dans l'artistique, tu fais une carrière artistique, c'est très difficile de s'en sortir dans l'artistique. Donc pourquoi pas avoir un revenu passif. Et t'es amené, moi j'ai fait des plans, mais je t'en parle même pas. T'es amené à faire des choses. Moi j'ai joué dans des lieux, mais si je te raconte, parce que c'est payé et que t'as besoin d'argent, mais t'as pas envie d'y aller. Raconte une anecdote. J'ai joué dans des caves de chicha. C'est bien payé. C'était pas une blague. Non, c'est pas une blague. C'est drôle quand même. C'est pas une blague, des caves de chicha, parce que c'est bien payé, mais tu te fais insulter. Ah ouais. Ouais, mais pour de vrai. Ah ouais. Les mecs, c'est un divertissement quoi. Ah ouais. Ils font venir pour ça. Ouais. Ouais. Ferme ta gueule, t'es pas drôle. Allez, hop. Ah ouais. Ouais, putain. Et là, vous êtes plusieurs le soir à passer là. Ouais, là, par exemple, ce soir-là, on était 3. Je pense à un soir en particulier. On était 3 et tu te fais insulter parce que pour eux, c'est un jeu et que. Ouais. Et que donc toi tu réponds hein. Ouais. Donc tu rentres là-dedans et tout, tu pars en impro, tu réponds, ça part en clash, drôle. Mais c'est quand même ouais. Tu vois, c'est un peu moins bienveillant que ce que tu attends. Voilà, c'est quand les gens payent un ticket pour venir te voir quoi. Ouais. Après attention, encore une fois, ça te forge. C'est des expériences qui te forgent, donc tu peux aussi l'accepter en toute conscience en te disant OK, je vais aller là-bas, ça va m'obliger à avoir du répondant, OK. Mais si j'ai pas envie de le faire, ce plan-là ou un autre, eh ben si je suis obligé parce qu'il me faut de l'argent. Oui. Alors que si j'ai fait des investissements, je fais ma passion, mon artistique comme moi je l'entends, il y a plus de voilà. Tu t'achètes le choix. Exactement. Donc voilà un peu ma vision de. Donc aujourd'hui, t'as mis quoi en place pour ça ? C'est quoi tes objectifs à terme et qu'est-ce que tu as mis en place déjà pour commencer à les atteindre ? Alors j'ai fait des investissements, j'ai de la bourse, j'ai mis en place ce que j'appelle des muses. Ouais. Donc une muse, c'est un business que je lance et après je l'automatise au maximum. Ok. T'as des exemples ? Oui, sur Amazon. Ouais. Je vends des produits sur Amazon. Ok. Des produits que tu stockes ? Ou des produits en dropshipping ? Des produits digitaux. Digitaux, ok. Ouais. Voilà. Et c'est Amazon qui s'en occupe. Ouais. J'ai édité un bouquin moi avec Amazon, donc je connais un peu le bouquin, c'est un excellent exemple. Ouais, tu l'as fait en autoprod ? Ouais. Voilà, bah tu vois, une fois qu'il est en place. Ça, et puis donc le troisième pilier, l'immobilier. Ok. Voilà. Qu'est-ce que ça fait en immobilier aujourd'hui ? Parce que sur ce podcast, que tu ne connais pas, puisque du coup... Non. Voilà. Sur ce podcast, on traite majoritairement d'IMO, 80%. D'accord. C'est moi. Donc on n'y est pas du tout là. Voilà, d'accord. C'est mon profil. Ok. Mais on traite d'argent de manière générale aussi. Okay. Donc, c'est des sujets d'argent dont on parle. Hein. Et est-ce que tu peux rentrer dans le détail justement un peu de ce premier invest, par exemple ? Premier investissement, alors il est assez... donc c'est dans une grande ville. Et en fait, on était parti sur de la colocation. Donc on a pris un grand appartement, un T5. Et donc voilà, colocation, on fait... ça sort du cash flow, c'est l'objectif. Quand tu dis on, c'est qui ? Avec ma chérie. Ok, donc tous les deux en nom propre, vous avez acheté ? Oui, okay. Ouais. Donc colocation, ça sort du cash flow, c'est l'objectif. C'est quoi la grande ville, tu peux citer ? Marseille. Marseille, ok. Deuxième ville de France. Ouais, mais comme on est à côté, voilà. Et on commence, donc on l'achète, on commence les travaux, et au début des travaux, je sais pas, j'ai un déclic, je me dis, et pourquoi pas essayer en Airbnb ? Je me dis, parce qu'au final, on peut essayer, voir ce que ça donne, et si ça va pas, on rebascule sur colocation. C'est plus facile que l'inverse, parce que les colocations, t'as des baux d'1 an, et donc il faut attendre 1 an pour rebasculer tout. Donc on fait 2-3 mois et tout. Du coup, pourquoi pas, on a essayé. Et en fait, on l'a mis en Airbnb. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a cartonné tout de suite. J'ai une rentabilité indécente. Pourquoi ? Parce que c'est un T5 et qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Ouais. Parce que quand tu penses Airbnb, quand en amont, tu sais que tu vas faire du Airbnb, tu vas chercher un T2, un T3. Ouais, ou même un studio. Ou un studio. Et nous, on partait sur la coloc, donc on cherchait un T5. Mais comme on a changé de stratégie en cours pour voir, on est parti sur un T5. Il n'y en a pas beaucoup.
Après, il a fallu. Vous le gérez vous ou vous avez délégué à une conciergerie? On le gère nous, Ok. mais comme je te dis que j'adore automatiser, et que j'ai 95% automatisé. Ok. Voilà. Mais la merde du soir à 23h, tu l'as quand même, quoi. Oui, mais elle est C'est facilement toi qui la gérable. gère, quoi. Ouais. Oui et non. Je vais avoir le message, par Ouais, exemple, ouais. mais ça va être renvoyé tout de suite. Ok. Tu vois, j'ai pas à aller sur place. Ouais. Voilà. Ok. Donc voilà, Ok. premier Donc investissement. ça, c'est premier invest. Donc ça, c'était quand? Ça fait ça. Eh ben, il y a 2 ans. Ok. Donc là, ça tourne en Airbnb. Oui. C'est quoi la réglementation Airbnb à Marseille? Là, elle est en train de changer. Mais avant, il y avait. Tu pouvais avoir plusieurs biens sans problème. Et après, on va pas se mentir, ça reste Marseille. C'est un peu. C'est très latin, quoi. Voilà. Ça fait- C'est un peu. Voilà. Mais là, ils sont en train de durcir en ce moment. Ok. Aujourd'hui, ça a changé. Mais on a de la chance, c'est pas rétroactif. Mais aujourd'hui, si tu mets un bien en Airbnb, tu es obligé à côté de proposer un bien en LLD. Ok. Donc ça freine quand même pas mal. Parce que tu veux faire un investissement, tu es obligé d'en acheter deux. Ouais, dès le premier bien, ça. Dès le premier bien. Très clair. Et donc, tu as réitéré l'opération. Est-ce que du coup, fort de ce constat, tu as fait la même chose ou tu as plutôt diversifié et fait un autre type d'investissement? J'ai fait la même chose dans le sens où c'est un Airbnb. Ok. Mais du coup, pour les réglementations et pour pas mettre tous les œufs dans le même panier, j'ai pris une autre ville. Donc là, on est dans le Var. Ok. Et là, je suis parti sur l'atypique. Donc une love room. Ce qui se fait de plus en plus en ce moment. C'est pas très atypique, mais ça reste de l'atypique. Et ça, j'adore. Parce que du coup, ça fait appel à mon côté créatif, artistique. Donc il y a tout le côté hyper cartésien de l'immobilier. Au début, tu fais ton chiffrage, tu fais les plans, les travaux, les machins. Ouais. Et après, tu te lâches en artistique, quoi. Ouais. Tu peux faire demain un appartement Harry Potter. Et là, tu te lâches, quoi. Et oui. Là, le brainstorming Harry Potter, c'est mon moment préféré, tu vois. On pourrait faire ça, mettre tu vois. Donc là, justement, sur la Love Room, l'emplacement, il est important ou il est plus secondaire parce que justement, tu es dans du très thématique? Il est plus secondaire. Quand tu es sur de l'atypique, tu es plus secondaire parce que du coup, tu changes la raison pour laquelle les gens viennent. C'est-à-dire qu'ils viennent pas pour se loger à tel endroit parce qu'ils ont une activité à faire, un machin, un truc. Ils viennent pour l'expérience. Ok. Donc tu peux aller dans des villes où il y a moins d'habitants, moins attractives, ce genre de choses. Après, il faut rester... Par exemple, je te prends l'exemple de la Love Room. Il y a des statistiques que vous pouvez trouver si vous faites des recherches. 80% des personnes qui vont dans une Love Room vont à côté de chez eux, à moins d'1 heure. Donc ils vont pas loin pour aller chercher cette expérience. C'est vraiment des locaux. Ouais. Voilà. Donc si tu choisis une ville, par exemple pour la Love Room, après il faut faire d'autres... Mais si c'est une Love Room, si tu choisis une ville un peu où il n'y a pas beaucoup d'habitants, même un village, tu vois. Donc pas beaucoup d'habitants, pas très attractif, donc les prix vont être intéressants. Mais tu as 1 heure de telle grande ville, 45 minutes de telle grande ville, 40 minutes de Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok. C'est souvent plus discret aussi, d'ailleurs. Aussi. Tu as plus de discrétion dans des petites villes. Voilà. Enfin, en tout cas, pas pour les habitants du village qui, eux, se connaissent tous. Qui, Mais du coup, quand très t'es vite pas savent du cru, ouais, ok. Tu peux nous donner quelques chiffres sur un des deux invests ou les deux? Peut-être ça intéressera les auditeurs. Qu'est-ce que tu veux comme... Prix d'achat, par exemple, tu vois, prix à la nuitée. Ça permet aussi de s'acculturer un peu au marché local, tu vois. Par exemple, le marché marseillais pour le ouais. Premier, oh là là, je sais même plus le chiffre. Premier appartement, on a acheté. Tu te souviens ou pas? C'était avec vous en plus. Putain, je l'ai plus. 100. Je te refais pour la coupure. Pas de souci. Premier investissement, je crois qu'on l'a acheté dans les 130 000. Ok. 130 000. Ouais, c'est T5, ça fait combien de surface ça? T5. Il fait 80 mètres carrés. Ok. Les 130 000, ça va être ça, et on a à peu près 60 000 euros de travaux. T'es dans quoi comme type d'immeuble? C'est plutôt des immeubles années 60, 70 ou... Carrément, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est souvent le cas dans les colocs. Ouais. Années 70, T5, 80 mètres carrés à ce prix-là, tu t'en doutes, c'est tout à refaire. Ouais. On a tout recassé, on a tout imaginé, on a fait une création de salle de bain, voilà. Donc voilà, 60 000 euros de travaux là-dessus. Et en rendement brut, je suis à un peu plus de 20%. Ouais, avec la location courte durée. Ouais. Du coup, après, tu déduis la sous-traitance du ménage. Ouais, j'imagine. Exactement. Bon, conciergerie, non, mais non, quelques outils que tu utilises. Je garde mes 20%. Okay. Voilà. Les consommables. Ok. Et la Love Room, ça coûte quoi de faire une Love Room tu vois, là, plutôt là, pour le coup, la partie rénovation, aménagement, etc. Parce que bon, le foncier, ok, ça dépend des villes. Mais ça coûte quoi, en clair? Ça coûte plus cher. Ouais. C'est sûr, parce que tu vas chercher des objets, de la déco qui sont plus poussés. Donc au final, c'est un peu plus cher, mais tu sais que le rendement est plus cher. Lui, on l'a acheté 100 000.
Et travaux doit être à 30 000. Ok. Et après, ben, l'ameublement, c'est. Ouais, on doit être à 15 000. C'est ameublement / accessoirisation. Ouais, décoration. 15 000 euros, ouais. C'est ça. Ok. On s'est compris. Ah ouais. Ouais. Et si tu mets le ratio, tu vois, le premier 80 mètres carrés en déco, enfin, ameublement, on était à 10 000. Ouais. Il fait 80 mètres carrés. Lui, il fait 2 fois moins. Et t'es plus cher. Ok. Forcément. Et ça se loue combien ça la nuit? T'es sur du 230 euros le week-end. 230 € la nuit et le week-end, ok. Ouais. Ça, c'est prix brut, quoi. Ouais. Ok. Ce que paye. Ouais, ce que paye le mec avec le ménage, ouais, tout ça. Et la semaine, j'essaye de rester en dessous de 200. Ok. 170, 180. Ça se loue la semaine aussi? Ça se loue moins. Ouais. Ça se loue moins. Et après, la particularité de la Love Room, c'est que c'était sur des nuitées. 80-90%, Eh oui. c'est nuit. On va pas rester 3 nuits. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de rotation au final. Ça fait beaucoup de rotation. Donc beaucoup de frais de linge, de maison. Ouais, exactement. Ok, Voilà. clair. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ton parcours, tes envies, tes objectifs? Des choses que tu aimerais partager? Qu'est-ce que. Venez à mes formations. Non, vraiment, passer Non, ce mais on message. mettra le lien. T'as un site ou pas? Un quoi? T'as un site pour les Non, formations? j'ai pas de site. T'as pas de site? Un T'as Insta. un Insta? Ouais. On va mettre le lien dans la description de l'épisode. Ouais. Ton Insta, c'est quoi? Un potentiel. Un potentiel. Ouais. Ok. Mélange d'impro et potentiel. Ouais. Un potentiel. Non, le message, c'est vraiment réfléchissez vraiment à ce que vous voulez faire et posez-vous la question comment vous voulez le faire. C'est un peu ce que je disais sur la passion. Oui, je suis passionné de ça. Alors oui, après, il faut être, quand vous rentrez dans du business, il faut quand même être passionné. Ne faites pas un business où vous n'êtes pas du tout passionné. Mais réfléchissez. Il y a tellement de moyens aujourd'hui de faire les choses autres que la voie classique. Ce que j'essaye de dire, c'est un peu penser en dehors des cases, quoi. Et pour arriver à votre point où vous voulez arriver, voilà, si vous voulez être chanteur, ok, il n'y a peut-être pas qu'un seul moyen, et il y a peut-être une manière différente de le vivre. Peut-être que si je travaille aujourd'hui sur des investissements, je serai libre, donc je pourrais être chanteur comme je veux. Peut-être que je vais faire chanteur directement, mais quelles sont les contraintes? Réfléchissez à tout et réfléchissez voilà, en dehors des cases, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et que tout prend du temps, au final. On le voit aussi sur ton parcours. Et ça prend du temps. Ça prend du temps Ouais. d'arriver aussi là où tu veux être. Et il n'y a pas de raccourci, malheureusement, même s'il y a toujours des anecdotes et des exceptions qui... Ouais. En fait, moi j'ai une vision, c'est que je pense que pour être heureux dans la vie, on peut terminer là-dessus, tout le monde cherche à être heureux, c'est un peu comme le yin et le yang en fait. Pour être heureux, il faut être libre et épanoui. Okay. Pour être libre, malheureusement, c'est pas moi qui choisis, c'est la société, il faut de l'argent, parce qu'on l'a dit, temps égale argent, d'accord? Donc il faut trouver des revenus, une manière de gagner sa vie qui te convient, voilà, parce que tu peux gagner 20 000 € par mois, mais si tu fais 150 heures par semaine, est-ce que finalement, voilà, donc être libre, travailler là-dessus, et de l'autre côté, c'est 2 axes, premier axe, et de l'autre côté, épanoui, comment? Et ben c'est en travaillant sur soi, donc c'est du développement personnel, être bien avec soi, la relation à soi-même et la relation aux autres. Parce qu'on est des êtres humains, on est des animaux sociaux, et forcément ça passe par les autres. Donc c'est travailler ces deux, l'être et l'avoir en fait, qui pour moi font qu'on peut tendre, parce que est-ce qu'on peut toujours être heureux? Non, mais qu'on peut tendre vers cet état d'être heureux, libre et épanoui. Merci pour cette conclusion, merci pour cet entretien, d'avoir partagé aussi ton parcours. C'est toujours intéressant, enrichissant pour tout le monde, et je te souhaite plein de réussite dans tout ce que tu vas entreprendre maintenant. Merci, à toi aussi. Merci Mickaël, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.